Alors Ivan Payet, je suis archéologue à l'INRAP, je suis mis à disposition de l'Université Bretagne occidentale depuis maintenant 2 ans, jusqu'en fin 2022. J'occupe une chaire qui s'appelle Armérie et qui développe l'archéologie littorale de manière interdisciplinaire à l'UBO et en lien avec justement d'autres instituts tels que l'INRAP, mais pas que. Donc l'idée c'est vraiment justement de développer cette approche archéologie littorale dans le cadre de cette chaire. On va effectuer une nouvelle fouille cet été sur un amas coquillé campaniforme qui se trouve sur une île dans l'archipel de Molène et donc qui sera un chantier école pour les étudiants de l'UBO. Et par ailleurs, avec le DRASM, on va également mener différentes opérations un peu plus, on va dire, type archéologie de sauvetage sur les estrans. Donc bonjour, Clément Nicolas. Donc moi je suis postdoctorant Marie Curie à l'université de Bournemouth en Angleterre et je suis spécialiste des sociétés de l'âge du bronze autour de la Manche et je travaille notamment sur à la fois les objets qu'on va trouver dans les tombes de cette période, mais aussi l'ensemble de ces tombes et comment elles s'organisent dans le territoire et qu'est-ce qu'elles nous disent des sociétés de cette période. Alors, la dalle de Saint-Bélec qui a été découverte par Paul du Châtelier, qui était un archéologue préhistorien essentiellement, finistérien, qui a énormément fouillé en Basse-Bretagne. Et on va dire sa spécialité quasiment c'était les tumulus, c'était des tumulus de la Juron, c'est ça qu'il a fouillé le plus durant sa carrière. Donc il a acquis une très bonne connaissance. Ça a été en fait la première pierre pour justement notre connaissance de cette culture des tumulus armoricains qui a été ensuite améliorée par Jacques Briard. Et donc du Paul du Châtelier en 1901. 1900. Juin 1900. Mène une campagne de fouilles comme il avait l'habitude d'en mener ailleurs dans le Finistère. Chaque année, en fait, tous les 2 ans, il changeait un peu de coin. Donc là, il décide de mener une campagne dans les montagnes noires. Et avec le chamonix Graal, c'est ça ? C'est ça. Il va lancer la fouille du tumulus de Lehan. Et voilà, et donc il fouille le tumulus comme à son habitude avec une équipe d'ouvriers. Alors il a des ouvriers attitrés qui recrutent sur place, des paysans, et ils vont fouiller en puits comme ils le faisaient à l'époque le tumulus, enlever la dalle de couverture et tomber sur le caveau, où très vite ils vont repérer des restes de bois, parce qu'en fait c'est un énorme caveau et il est beaucoup plus grand que la moyenne des caveaux qu'on a pour cette période. Et à l'intérieur de ce caveau, hormis les restes de bois qui indiquaient forcément qu'il y avait un coffrage et certainement peut-être des madriers pour soutenir toute cette tombe imposante, il va trouver au fond une céramique biconique à décorer de chevrons typique de cette période des tumulus armoricains, donc du bronze ancien. Et également, dans l'architecture de cette tombe, il va repérer que le côté ouest en fait, est constitué en partie par une grosse dalle en schiste qui présente des gravures. Donc la fameuse dalle de Lehan. Donc tout de suite, il va constater et puis il va se dire c'est quelque chose d'important ce que j'ai découvert. Il va même la photographier in situ, ce qu'il ne fait pas souvent d'ailleurs finalement. On n'a pas beaucoup de photos comme ça de fouilles. Donc il a réussi à la photographier dans ce caveau. Et quelques mois après, il va l'extraire avec une quinzaine d'ouvriers, avec des techniques assez proches de ce qu'on peut imaginer pour les périodes anciennes, et la rapatrier dans son château-musée de Carnuse à Pont-l'Abbé. D'accord. Donc ça, elle est rapatriée à peu près à quelle date ? En 1901. En 1901, il publie sa découverte, et notamment la photo de la dalle restaurée. Parce qu'au moment de l'extraction, il a probablement récupéré des pièces du puzzle, parce que la dalle était cassée. Et donc il la restaure dans son château-musée de Carnuse. Et en 1901, il publie la photo dans son château restauré. Donc en fait, très vite, elle est déplacée, quoi. Donc, du coup, depuis 1901 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dalle ? Elle est juste stockée ?
c'est le château de Canus, c'était à la fois sa résidence privée, mais aussi un musée privé également. Il y a également d'autres archéologues de l'époque qui vont lui léguer des collections pour constituer vraiment un musée d'archéologie régionale. Et ce musée, il va vivre jusqu'à le temps de Paul du Châtelier, même un peu après. Lui, il décède en 1911 et en 1924, ses enfants décident de vendre l'ensemble de la collection au musée d'archéologie nationale. Et donc, c'est vraiment vraisemblablement à cette période que la dalle est déplacée à nouveau de Pont-l'Abbé à Saint-Germain-en-Laye où se trouve le musée d'archéologie nationale. Dans le musée d'archéologie nationale, elle va être entreposée dans les douves du château. Et il faut vraiment se représenter que la collection de Paul du Châtelier, à cette époque, c'est une acquisition majeure du musée. Ils vont mettre des années à enregistrer l'ensemble des objets qu'il avait réunis. Et en fait, tous les grands éléments lapidaires vont passer un peu à côté de ça et vont pas être immédiatement enregistrés. Et il faut attendre les années 90 en fait pour qu'elle leur fasse un peu surface. Parce qu'il va y avoir Renan Paulès, cinéaste et archéologue amateur, qui va s'intéresser à une autre dalle gravée de la collection Paul du Châtelier, la dalle de Renongard à Plouvran. Et il va signaler en même temps la présence de deux autres dalles de la collection Paul du Châtelier qui se trouvent à côté, mais il n'identifie pas correctement la dalle de Saint-Bellec. Et sans doute à cette période, pour protéger ces dalles gravées qu'on avait un peu oubliées, elles vont être déplacées des douves du château aux caves et sans doute d'une des caves, la dalle de Saint-Bellec va être encore déménagée au cours des années 90-2000. C'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien. Et c'est là qu'on va la retrouver en 2014. D'accord. Donc vous intervenez à quel moment ? On intervient à partir du moment où on commence à s'intéresser à la question. Parce que déjà vous aviez une hypothèse que ces dalles gravées pouvaient être des cartes. Hypothèse ou plutôt intuition. Ouais. Durant ma thèse, c'est classique, on fait un travail de thèse, on se tape un peu toute la bibliographie régionale. Et je suis tombé sur cet article de Paul du Châtelier. En regardant, moi je travaillais sur le néolithique, je regardais s'il y avait des choses qui m'intéressaient. Bon, c'était sur l'âge du bronze, je vois juste la dalle, la photo donc de la dalle, et là je me dis, c'est marrant, ça ressemble à une carte. Voilà, bon, c'est que ça. 10 ans après, Clément fait sa thèse, alors lui sur l'âge du bronze, etc. Et il se fait la même remarque, d'autant qu'à l'époque, un peu avant, Johann Escat et Stéphane Blanchet ont fouillé l'enceinte de Lannion. Et toi, ça te fait tilter, c'est le motif principal qui est représenté sur la carte qui te fait penser que ça pourrait être une enceinte type celle de Lannion. Donc voilà, on en discute ensemble et on commence à se dire que ça vaudrait le coup de commencer à travailler sur cette question et à voir si on peut démontrer que nos intuitions qu'on a eues comme ça, mais ça reste que des intuitions, est-ce qu'on peut en faire quelque chose et comment fait-on pour démontrer qu'un document qui a 4000 ans, ou d'ailleurs on ne sait même pas quel âge il avait à l'époque, on sait qu'il est trouvé dans un caveau de l'âge du bronze, mais on ne connaissait pas sa date de fabrique, est-ce qu'on pouvait démontrer que c'était un document topographique ou cartographique et donc là, on s'est lancé dans 10 ans de slow science à peu près, où il a fallu déjà commencer à regarder, ok, on a cette dalle découverte dans la tumulus de l'âge du bronze ancien, mais est-ce qu'elle est bien de l'âge du bronze ancien ? Est-ce qu'il existe de l'art ou des représentations rupestres à l'âge du bronze ancien dans l'ouest de la France ? Donc on a repris toute la bibliographie, comparé avec l'art mégalithique. Est-ce qu'il pouvait y avoir des comparaisons ou pas pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un réemploi néolithique ? Et de fil en aiguille, on a commencé à avancer sur ce sujet. On est allé aux archives départementales du Finistère où on se trouve toutes les archives de Paul du Châtelier. On a retrouvé les photos in situ, qui nous ont permis d'avancer. Ces crobards qu'il avait réalisés sur le terrain, ces notes, ces échanges aussi épistolaires avec Capitan et je ne sais plus qui. Cartaillac. Bon voilà, des petits éléments comme ça qui nous ont permis d'avancer.
Et jusqu'à en fait, mais après à un moment donné on était un peu bloqué aussi. Enfin voilà, on aurait pu publier ça, mais ça manquait sérieusement de de la possibilité d'étudier, de revenir au document principal. C'était difficile de gloser sans avoir l'objet lui-même, quoi. Voilà. Donc en 2014, on la retrouve enfin, il a fallu encore 3 ans pour convaincre des collègues, obtenir des financements. Pour déplacer la dalle, parce que la dalle était entreposée sur une structure en bois, les faces gravées contre le mur, donc on ne pouvait pas du tout y accéder. Donc il fallait la mettre à plat pour enfin l'étudier. Et donc là, on est en 2017. Et donc on a pu mettre en place plusieurs scans 3D pour numériser numériser et modéliser en 3D entièrement la dalle et compléter notre étude des gravures un peu à l'ancienne, voilà, avec des observations à l'œil nu, avec des éclairages rasants, et en plus compléter avec tous ces modèles 3D très détaillés qui ont permis de comprendre comment avaient été faites les gravures et dans quel ordre elles avaient été faites pour comprendre aussi mieux quelle était la logique en fait des motifs gravés, quoi. Parce que vous arrivez avec ces techniques à savoir à peu près quelle gravure a été faite avant quelle autre. Et surtout, c'est aussi, une fois sur un ordinateur, on peut faire un relevé précis, noter toutes les observations, ce qui à la main serait bien plus difficile. Et puis surtout, on peut constamment vérifier, une fois qu'on n'a plus la dalle sous la main, on peut constamment vérifier nos observations et voir si on ne s'est pas trompé à un endroit. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la dalle gravée qui avait transformé en fait la topographie initiale de la surface de la dalle. Et ça, en menant l'étude de la chronologie des gravures, on s'est aussi rendu compte que c'était un des premiers, si ce n'est le premier des éléments qui avait été gravé sur la dalle. Et ça nous a beaucoup interpellés. Pourquoi ils n'avaient pas seulement gravé des cercles, des cupules comme ils avaient leur habitude, mais pourquoi ils avaient modifié la surface de la dalle. Et que finalement, il y avait une recherche de représentation également tridimensionnelle. Et c'est là qu'en plus de cette intuition, on s'est rendu compte que cette partie gravée en bas-relief correspondait assez bien avec... en fait, au départ, on était convaincus qu'il s'agissait... Enfin, convaincus. On avait cette intuition, mais qui, quand même, forte, qu'il s'agissait d'un document topographique. Oui. Mais en fait, ça a été découvert dans les montagnes noires, mais on ne savait pas du tout ce que ça représentait. Ça aurait pu être une carte des astres, une carte de n'importe quoi. Et c'est quand on a fait ou pas une carte. Et c'est quand on a fait ce relevé en 3D et qu'on a on a disposé en fait de documents iconographiques très détaillés, qu'on allait sur le terrain. Et en allant sur le terrain, on s'est dit, mais bon sang, ce triangle dont parlait Clément, qui a été réalisé en premier et qui est dégagé en bas-relief, mais c'est évident, en se positionnant à l'endroit du tumulus de Lehan, c'est la vallée de l'Odé. La barre qui est au-dessus, c'est les montagnes noires, etc. Et donc là, on a commencé un peu à décrypter ce que les gars d'il y a 4000 ans avaient représenté. Et de fil en aiguille, après, on a essayé avec d'autres choses moins évidentes qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu dans le paysage en se positionnant, mais certains ruisseaux, ruisseaux ou petites rivières. Et là aussi, ça marchait assez bien. Et justement, il y a aussi cette expérience de terrain où on a fait nous-mêmes l'expérience du panorama qu'on peut voir depuis le tumulus, de là où elle a été trouvée. Et en fait, aussi, après, on a cartographié ça. Et en fait, la portion de la dalle qui est figurée en 3D, c'est exactement la portion de la vallée de l'Odé que l'on peut voir depuis le tumulus. Donc il y a une immédiateté entre le panorama environnant, le relief de la dalle modifié et ce qui est gravé dessus. Et ça, c'est quand on s'est intéressé à d'autres, parce que la dalle de Saint-Bellec, c'est pas non plus une première, hein. Ça fait depuis la fin du 19e siècle qu'il y a des archéologues qui ont cru ou pu voir des cartes dans des gravures faites dans la pierre. Parce que là, c'est la première fois où ça match bien, quoi. C'est la première fois où on arrive en tout cas pour l'Europe, où on arrive à comprendre l'échelle de représentation grâce justement, un peu la clé pour comprendre tout ça, c'était cette figuration
tridimensionnelle de la vallée de l'Odé. Et en suivant le fil, on a pu retrouver aussi d'autres cours d'eau. Donc la clé, c'est la vallée de l'Odé ou l'ensemble de l'Agnon? Alors, L'enceinte de l'Agnon, c'est juste un des éléments qui a donné l'intuition à Clément. Voilà, Clément a eu cette intuition-là. Moi, je l'ai eu, je sais pas, peut-être parce que je suis peut-être encore un peu un enfant et que les enfants, quand on leur montre cette carte, ce document, pensent à peu près 82%, 83% qu'il s'agit d'un document cartographique. Et donc voilà, bon, mais c'est vrai que l'enceinte, c'est pas la clé. La clé, c'est vraiment ce triangle, et puis après, d'autres éléments, le massif de l'Andudal, parce qu'en fait, au sein de, quand on est allé sur place, la vallée, en fait, côté ouest, est barrée par un massif granitique, qui est une espèce d'anomalie géologique au milieu d'un bassin sédimentaire. Et donc, qui masque la vue côté ouest. Et justement, dans ce triangle qui a été représenté au centre côté gauche de la dalle, mais qui la coupe au centre longitudinalement, on a à l'intérieur de ce triangle et sur le bord de la dalle un petit carré en relief, ou rectangle en relief, qui est également en bas-relief au sein de cet espace creusé, et qui en fait évoque très fortement le massif de l'Andudal. Donc en fait, voilà, on avait ça, la ligne de crête des des montagnes noires, pardon, et après de fil en aiguille, je veux dire, c'est un jeu qu'on fait aussi bien à l'œil sur le terrain, on dit tiens, ces collines là, ça pourrait marcher. Ensuite sur la carte, avec les différentes cartes, en travaillant aussi sur les cartes anciennes, Cassini, autres, Cadastre napoléonien, comment les anciens géographes aussi historiques ont représenté cet espace. Donc on essaie de croiser un peu ces approches, et après avec une fois qu'on a cru aussi, parce que c'est toujours une question de croyance au départ, on croit voir, on pense que tel réseau hydrographique pourrait fonctionner avec ce qui a été représenté sur cette dalle, mais après il faut tout géoréférencer. Et là c'était tout le travail qui a été fait en géomatique avec Julie Pierson et Pierre Stéphan, quoi. Et pour revenir un peu sur cette intuition, parce qu'au début l'intuition on ne comprend pas nécessairement d'où elle vient, ou on capte pas l'essentiel des éléments qui nous donnent cette intuition. Et en fait, la réaction des écoliers ou d'autres collègues prédécesseurs, même si tout le monde n'a pas cette intuition, mais en fait la raison de cette intuition, c'est qu'on a des répétitions de motifs qui sont organisés spatialement, et en plus dans le cas de Saint-Bellec, qui sont reliés par un réseau de lignes qui donne la relation spatiale entre ces motifs répétés. Et en fait, si on abstrait un peu les éléments principaux d'une carte routière, on va retrouver des symboles qui vont indiquer les villes, le réseau routier, le réseau hydrographique. Et en fait, c'est ces éléments-là qui nous ont donné à tous deux et à d'autres, confrontés à d'autres documents similaires, qu'on avait à faire à une carte. Intéressant. Du coup, vous avez développé une méthode de reconnaissance. Et est-ce qu'elle est applicable à d'autres sites? Complètement. En fait, le travail qu'a réalisé Julie, c'est de la géométrie. Moi, personnellement, j'y connais rien. Mais c'est en travaillant via les SIG et les concordances entre les nœuds, justement, les réseaux, enfin les nœuds, les formes. Et après, elle applique des modèles statistiques. Et globalement, en fonction du pourcentage, enfin ça match plus ou moins, il y a des tests qui marchent mieux que d'autres, etc. On arrive à avoir l'outil informatique arrive à dire, et les mathématiques arrivent à dire, bon, ça match avec, même s'il y a des distorsions, évidemment, il y a plein de distorsions, il y a des problèmes d'échelle. Enfin, on est bien sur une carte mentale, c'est pas une carte qui a été réalisée par des arpenteurs. Donc on a des distorsions, mais malgré tout, on arrive à dire que les nœuds principaux qu'on a décrits précédemment, je ne veux pas y revenir, fonctionnent à peu près à 80% avec ce qu'on voit avec la réalité cartographique. Donc, ça c'est une chose. Il y a aussi, traditionnellement, les relevés et les gravés sont des choses en 2 dimensions. Alors, grâce aux moyens modernes, le développement de la numérisation 3D se développe de plus en plus. Mais là aussi,
aussi du fait d'observations précédentes qui ont pu être faites par des collègues sur des documents similaires, mais en n'allant pas aussi loin. Mais cette relation entre les gravures, le support et le panorama, en fait, c'est quelque chose aussi qu'on peut vraiment saisir grâce à la numérisation 3D. Et ça aussi, en fait, cet usage doit aussi être systématisé dans le relevé des gravures, ce qui est encore loin d'être le cas pour des figurations tout à fait similaires. Et c'est des choses qu'on fait pas toujours attention, à laquelle on ne fait pas toujours attention. Et par exemple, est-ce que cette dalle pourrait permettre de faire des découvertes archéologiques ? On espère. On espère. En fait, c'est un jeu, beaucoup de gens se sont cassés les dents là-dessus, hein, parce que, mais bon, encore une fois, les gens qui ont testé ça, souvent ce sont des archéologues amateurs ou des érudits qui voient des cartes dans des assemblages de cupules avec des formes machin, mais et puis qui s'enferment souvent dans une hypothèse, qui veulent pas en démordre. Et puis, ils n'ont pas les moyens des archéologues professionnels, ils n'ont pas les autorisations, mais ils croient dur comme fer que tel symbole correspond à tel dolmen. Et puis, ils finissent par construire des cartes. Finalement, la chapelle est intégrée, et des trucs, ça devient complètement de la diachronie. Pourquoi pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas là-dedans qu'on veut essayer d'aller. Notre idée, c'est là, on a un document qu'on a recalé géographiquement, on sait quelle surface ça représente. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de disposer d'une couverture aérienne, prospection aérienne fine de ce secteur. LIDAR, ça serait encore mieux. Et à partir de là, aller regarder déjà ce qu'on voit, l'exploitation de ce LIDAR, parce que certainement qu'il y a des choses qui sont encore visibles. On est dans les montagnes noires, il n'y a quand même pas eu une agriculture intensive si forte, en tout cas dans les montagnes, hein, dans les parties montagnardes. Montagne pour les non-bretons, on est dans des collines, hein, mais c'est ce qu'on appelle nous les montagnes. Et donc là, je pense que oui, le LIDAR pourrait certainement apporter des choses. Et puis après, il y a aussi notre intuition, notamment on revient sur l'histoire de l'enceinte que Clément avait, sur lequel Clément avait tilté quand il avait vu les fouilles de l'enceinte de Lannion et la dalle de Leon. Il est fort probable que justement le motif central représenté sur la dalle soit une enceinte, comme diraient les Anglais, une central place, et donc le lieu de résidence de l'élite. Et donc là, on a déjà trouvé 2 candidats potentiels, et donc là c'est pareil, il faudrait aller là pour le coup sur le terrain, faire des prospections géophysiques notamment, parce qu'il y a un des candidats, c'est l'enceinte de Castelruffel. Donc celle-là, elle est encore partiellement visible dans le paysage, même si elle a été en partie détruite par des carrières. Et l'autre, ça serait carrément le bourg de Rodoualec, donc une petite commune, un petit bourg là, dans le Morbihan, qui en fait présente une espèce de... Enfin, en fait, il est entouré par une rivière, et puis après, il y a une espèce de pente, ouais, ça fait presque comme une ellipse. Ouais. Une ellipse bocagère, hein, ça... Ouais, en quelque sorte, ouais, et qui rappelle furieusement la forme du motif qui est représenté en position centrale. Donc les deux sont représentés quasiment aux sources de l'Odé, ce qui colle bien avec l'extrémité du triangle. Elles sont à quoi, 2, 3, 4 2 km. Ouais, l'un de l'autre. Donc il faut tester les deux, faut qu'on aille voir. Donc là, évidemment, il va falloir faire des prospections approfondies. Et puis après, cerise sur le gâteau, ça serait les cupules. Bon, il y a différents types de cupules. Il y a des cupules toutes petites, des grosses, très profondes. Il y a des cupules ovalaires. À quoi correspondent-elles ? Est-ce qu'on peut les mettre en relation, je sais pas, avec des tumulus ou avec d'autres choses ? Donc là, c'est pareil. Je pense que si on arrive à caler tout ça à peu près nickel géographiquement, on pourra rajouter ça dans la compréhension cartographique du territoire. Parce qu'au final, en fait, ce qu'on a réussi à décoder principalement, et c'est déjà un résultat en soi, c'est le réseau hydrographique qui est représenté de manière suffisamment précise pour qu'on comprenne en fait l'échelle de représentation de la carte. Et ça, c'est vraiment une première. Par contre, comme l'évoquait Ivan, il y a toute une série de motifs. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond, et en effet, dans les prochaines années, il va y avoir tout un jeu d'aller et retour entre la dalle, les signes gravés et ce qu'on peut trouver sur le terrain, dans le secteur des montagnes noires,
pour essayer non seulement de retrouver des sites, mais surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui a été figuré, qu'est-ce qui n'a pas été figuré également sur la dalle, pour comprendre à quoi servait-elle vraiment. Très intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez été contacté par d'autres sites qui ont des similarités avec ce dalle? Ouais. La question de est-ce que ce serait aussi une carte? Il y a d'autres collègues. Des quatre coins de l'Europe, ça voire commence en Égypte. En Amérique latine. En Amérique latine. Oui, en Amérique latine également. Ouais. Non, il y a beaucoup de. Amérique latine aussi? Ouais. Un collègue, c'est toi qui étais vachement en contact avec lui. Ouais. Un français. Vas-y. T'as oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais qui est. Enfin, son boulot, c'est pas ça. Il est physicien. mais il a publié beaucoup de sites rupestres en. C'est quoi le pays? Sur plusieurs pays d'Amérique latine. Et notamment, il nous a envoyé une sélection de papiers avec, en disant tel document, enfin tel affleurement gravé, ça me fait penser furieusement à ce que vous avez publié, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fortes ressemblances. En Irlande aussi, un autre collègue nous a quelque chose qui pourrait aussi être assez convaincant. Évidemment, il y a des gravures déjà connues dans les Alpes du Sud ou en Italie, dans le Val Camonica, qui sont déjà décrites comme des cartes, mais qui sont souvent datées un peu plus récemment, notamment celle de la Bedolina qui est de l'âge du fer. Après, il y en aurait mais plus simples, qui seraient un peu plus simples. Ce seraient plutôt des motifs de parcellaires qui dateraient du néolithique dans ces secteurs-là. Tout comme en Bretagne, on a également des représentations de choses fermées qui évoquent furieusement du parcellaire. Après, on n'arrivera pas à tout décoder. Par contre, par exemple pour la Bedolina ou des choses, on a des figurations suffisamment précises. En fait, on va vraiment pouvoir reproduire la méthode qu'on a développée pour comprendre la dalle de Saint-Bellec. Enfin, nous ou d'autres collègues. Ouais, nous ou d'autres. Je pense pas qu'on va faire le tour du monde des affleurements. Mais là, c'est tout l'enjeu de la dalle de Saint-Bellec. Je pense aussi que ça peut redonner espoir à certains qui, en fait, ont eu les mêmes intuitions, mais sont restés bloqués parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la démonstration. Après, pour certains, la démonstration qu'on a faite n'est pas non plus tout à fait complète. Mais bon, on a réussi à convaincre un peu plus de gens, j'espère, que à l'âge du bronze et aux périodes préhistoriques, l'homme était tout à fait capable d'avoir une carte mentale et de l'extérioriser, la graver sur la pierre. Et déjà, rien que ça, je pense, une avancée sur ses connaissances de ces sociétés passées. Si c'est rebond productif, c'est génial, quoi. Ah bah oui, c'est assez simple à mettre en œuvre, en fait. Clairement, il y a des choses au Portugal, en Galice ou en Irlande et dans les îles britanniques. Il y a clairement des choses qui sont tout à fait similaires. Mais finalement, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça existe, mais ce type de représentation, comme disait Clément, de symboles enchevêtrés, liés par des lignes, qu'elles soient droites ou courbes, etc., c'est pas finalement quelque chose de si... Enfin, on en trouve partout de par le monde, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus, quoi. C'est pas les cup and ring cup and ring qui sont quand même très propres à la façade atlantique de l'Europe aussi, mais on en trouve ailleurs de par le monde. Mais je veux dire les cupules ou les choses comme ça qu'on trouve vraiment partout. On est quand même sur un type de représentation qui est particulier. Et puis surtout, une chose qui nous a vraiment aidé dans notre travail de démonstration, c'est qu'on a un contexte de découverte. Ouais. C'est que l'histoire de cette dalle s'est arrêtée à un moment T et elle a été réemployée dans un tumulus de l'âge du bronze. Donc même si c'est juste, on sait qu'elle a été réemployée il y a à peu près 4000 ans, ça nous a quand même donné un ancrage chronologique pour comprendre cette dalle. Et justement, c'est parce qu'elle a été faite sur une dalle qui, d'une certaine manière, peut être légèrement déplacée. À la différence de la plupart des autres figurations à caractère cartographique, c'est que souvent c'est de l'art rupestre, c'est des affleurements gravés
qui ont subi les aléas du temps, et donc qui sont météorisés, qui sont un peu abîmés. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas tout. Et surtout, on a beaucoup de mal à dater ces gravures. Donc s'il y a des éléments de la topographie qui sont figurés, on peut essayer de les décoder. Mais par contre, après, on va les comparer à quelle période? Au début du néolithique, le milieu, la fin, l'âge du bronze? Est-ce que ce ne serait pas des choses de l'âge du fer? Et donc ça, c'est un travail encore plus titanesque qui est à mener. Vos prochains projets de recherche seront en lien avec cette carte ou c'est différent? Oui. Plusieurs projets de recherche. Enfin, déjà, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le chantier de fouilles sur Beniguet qui va nous occuper un mois cet été. Et puis, donc, du coup, on sait bien que quand on fait une fouille d'un mois, derrière, surtout sur un amas coquillé, il y a au moins 3 mois de post-fouille pour le traitement des données et qui est un site campaniforme âge du bronze ancien, 2 occupations. Donc en fait, on est exactement dans les mêmes périodes. Donc c'est intéressant parce que même si ça se passe pas exactement au même endroit, tout ça vient s'ajouter au puzzle. En fait, c'est des pièces du puzzle qui se complètent. Et c'est vrai que jusqu'à présent en Bretagne, on commence maintenant quand même à avoir des sites de l'âge du bronze ancien bien fouillés. Pas, quand je dis âge du bronze ancien, évidemment on avait plein des cumulus, mais des sites... voilà, on a une grosse enceinte, on a quelques sites d'habitat qui commencent à sortir. Parfois, c'est juste des petits bouts de sites d'habitat. On a des sites où on a l'habitat et le parcellaire associé, la nécropole parfois. Donc, on commence vraiment à bien saisir maintenant comment ces gens-là fonctionnaient dans le paysage et comment leur espace, ils le géraient en fait. Mais c'est vrai que pour la période juste avant, qui correspond en fait au tout début de l'âge du bronze ancien, c'est-à-dire la culture campaniforme, hormis les dépôts funéraires, on a quasiment rien en Bretagne. Alors c'est vraiment des bribes. Alors que là, voilà, c'est l'occasion de fouiller un habitat et d'avoir des données aussi bien paléo-environnementales, sur le mode de vie, l'économie, donc comment ils chassaient, comment ils pêchaient, comment ils élevaient leurs animaux, comment ils cultivaient la terre. Et tout ça va venir se compléter aussi et de voir si... Parce qu'en fait, on pense quand même que... Enfin, moi je ne suis pas spécialiste du campaniforme, ce serait plutôt Clément qui en parlerait mieux, mais manifestement, on a quand même affaire à des gens qui... Alors, est-ce que ce sont des gens qui... Enfin, il y a eu forcément de la migration à un moment donné, mais est-ce que les gens qui ont laissé des traces d'un habitat à Beniguet sont des migrants ou est-ce que ce sont des gens déjà qui ont juste pris adopté les normes de cette culture campaniforme? Ça, peut-être qu'on le saura si on trouve des ossements et qu'on peut faire des analyses ADN, mais on n'en est pas là. Enfin, toujours est-il, c'est de voir comment des gens qui, a priori, c'est une culture quand même exogène, se sont adaptés à un milieu qui n'était pas le leur. Est-ce qu'après il y a des différences avec l'âge du bronze ancien? Est-ce qu'on voit des modifications? Enfin, tout ça, c'est intéressant parce que on voit bien que l'âge du bronze, la culture des tumulus armoricains, d'une certaine manière, descend d'un point de vue symbolique. En tout cas, ça se voit très bien dans les tombes dites royales ou princières, peu importe, de cette culture campaniforme. Donc il y a un phylum, quoi. Et tout l'intérêt de Beniguet, c'est que ce sont des sites, ces amas coquillés qui ont été préservés par la dune, où on retrouve à peu près tout conservé dans les rejets, quoi. C'est une sorte d'énormes dépotoirs où tout va être conservé grâce à la présence des coquilles. Donc on a une très bonne information sur l'économie de ces sociétés à travers ces vestiges. Et ce qui permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe sur le continent, où les sites sont beaucoup moins conservés. C'est souvent des sites de plateau, donc assez arasés, où les eaux sont dissous par l'acidité des sols, dans la plupart des cas. Donc ça permet, justement, ces sites insulaires, permet de refléter ce qui se passe sur le continent. Et pour le secteur de Lehan, en fait, j'exagère un peu en disant qu'il y a presque tout à faire, mais en fait, les recherches sur l'âge du bronze dans le secteur de Lehan et des Montagnes Noires sont arrêtées en 1900 lors de la mission de la campagne de fouilles qu'a fait Paul du Châtelier. En fait, depuis 120 ans, il y a eu très peu de choses de faites dans ce secteur, parce que c'est un secteur qui n'a pas intéressé beaucoup d'archéologues, et aussi c'est un secteur qui reste
très rural, donc qui est quasiment pas concerné, ou très peu concerné, par l'archéologie préventive. Donc, en tout cas, il n'y a pas rien, il y a des choses qui ont été faites. Mais par rapport à d'autres régions, d'autres secteurs de Bretagne, ou le nord ou le sud-ouest du Finistère, c'est un secteur qui n'est pas si bien documenté. Et là, il y a tout ce travail à mener. Justement, c'était tout l'enjeu aussi du travail qu'on a effectué en amont, avant de redécouvrir la dalle, c'était de reprendre tout le corpus, en fait, des dalles ornées. Alors, ornées, ça peut aller d'une simple cupule à d'autres motifs, découvertes en contexte âge du bronze ancien dans l'ouest de la France. Donc ça, c'était un premier papier qu'on avait fait en 2006. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que sur les 25 sites ou 30 sites où on a des réutilisations, enfin des dalles en contexte funéraire, des dalles ornées, en contexte bronze ancien, il s'agissait à chaque coup de réemploi du néolithique. Sauf dans de très rares cas, alors ça pouvait être, ces quelques cas, sont faciles à inventorier, c'était parfois des toutes petites dallettes en mikachis ou en gneiss qui présentent 1, 2, 3, 4 cupules, parfois reliées par des traits. On en trouve à Begarloed, on en trouve au Krugel, enfin dans différents sites, que ce soit d'habitat ou funéraire. Et ça a l'air de vraiment correspondre à une production de l'âge du bronze ancien. Et ensuite, on avait cette dalle de Lehan, qui était un véritable alien, qui correspondait en rien à ce qu'on connaît, enfin qu'on connaît depuis que les archéologues s'intéressent à l'art mégalithique, et qu'on connaît encore mieux depuis les travaux de Serge Cassen. Et ça correspondait pas du tout à ce que... Parce qu'il y a des réticulés complexes au néolithique, hein, notamment sur le littoral sud-Bretagne. Et ça, c'est pas du tout le même type d'organisation, on voit bien que c'est des représentations différentes. Même s'il y a certains motifs communs entre les gravures néolithiques et celles de l'âge du bronze, la grande différence, comme disait Ivan, c'est l'organisation, et puis j'y reviens encore, c'est le fait que tous ces motifs soient reliés par un réseau de lignes qui donne l'organisation, les relations spatiales entre les motifs qu'on retrouve pas auparavant. En fait, à l'âge du bronze ancien, en Bretagne, pas qu'en Bretagne, mais en tout cas en Bretagne, en Basse-Normandie, dans le sud-est de l'Angleterre, se mettent en place des cultures, des sociétés très hiérarchisées, hyper élitaires, donc avec à leur tête des rois, des princes, peu importe, qui se font enterrer dans des grands tombeaux avec plein de goodies, des objets qui viennent des quatre coins de l'Europe, bronze, ambre, argent, or, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et on arrive à voir à travers justement l'analyse des tombes et de leur contenu, du viatique funéraire, à avoir vraiment une hiérarchisation sur au moins 4-5 degrés. Et on arrive aussi maintenant avec la découverte d'enceintes qui correspondent clairement, enfin qui sont associées justement, en tout cas celle de Lannion, à un tumulus princier, la mise en évidence de réseaux vières pour cette période, justement où chaque territoire, chaque principauté en fait est liée par un réseau vière, probablement qu'ils échangent économiquement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a encore? On a la présence de fermes un peu partout, manifestement pas fortifiées, donc tout ça c'est assez ouvert. Je pense qu'on vit vraiment dans un climat un dynamisme économique, climat assez pacifié. On n'a pas l'impression que ce soit une société très stressée, même si les princes affichent des objets guerriers. Hormis les élites, l'habitat des élites, tout l'habitat est ouvert. Et puis il n'y a pas d'armes. Et puis c'est des réseaux de fermes. Il n'y a pas d'armes sur les sites. Ouais, c'est des réseaux de fermes isolés, donc c'est vraiment pas l'idéal pour se défendre. Et en fait, si y a quelqu'un qui se défend contre quelqu'un d'autre, ce sont les élites qui se défendent du reste de la population. Et c'est aussi, et en fait, c'est pacifié entre communautés, mais en fait, il y a quand même de la violence et de la coercition des élites sur le reste de la population. Et des armes, en fait, les seules armes qu'on retrouve, c'est celles qu'on va retrouver dans les tombes et qu'on va retrouver accumulées notamment dans ces tombes princières.
Et c'est aussi à cette époque-là, en fait, donc, que vont apparaître, ça c'est les travaux, enfin, que Cyril Marcigny a été un peu le premier à mettre ça en évidence en France, c'est des grands systèmes de parcellaires qu'on va voir apparaître sur plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares. Et donc, dans l'intérieur des terres, ça va être des systèmes de fossés en fait, qui délimitent des parcelles, qui généralement viennent se caler sur des systèmes de voirie de manière un peu orthonormée, avec le village qui est jamais très loin et les nécropoles aussi. Donc tout ça est très imbriqué, ça fait vraiment des finages assez importants. Et sur la côte, on va voir aussi se développer beaucoup de pêcheries qui vont être construites à cette époque-là. Preuve que, d'ailleurs on le voit assez bien par rapport à la fin du néolithique, il y a manifestement un boom démographique à la Gironde ancien. On voit que les gens occupent vraiment toute la place. Il n'y a plus de zones blanches quasiment en Basse-Bretagne, quoi. Les zones, même les plus pauvres, les monts d'Arrée, les montagnes noires, sont occupées. Et densément occupées. Et la côte, c'est pareil, y compris les îles, enfin, il y a du monde vraiment partout. Donc on a vraiment d'avoir vraiment une population très dynamique, dynamique d'un point de vue démographique, mais dynamique aussi dans la manière de construire, de créer. Et on a vraiment l'impression que c'est des grands bâtisseurs quand même à cette époque-là.